Merci, mon cher président du Landesverband. Merci, Nicole. Monsieur le bourgmestre, je le vois ici quelque part. Cher invité d'honneur, chers et chers collègues des partis politiques qui sont présents aujourd'hui sur la place ou qui se sont montrés solidaires, et chers collègues, chers amis. Je vous remercie tous beaucoup pour votre présence ce matin. Cela représente beaucoup pour moi. Il nous a été impossible de faire le comptage du monde aujourd'hui, mais on est à quasi 1000 personnes, sans exagérer. Chers collègues francophones, on a eu un petit souci aujourd'hui puisqu'on ne pouvait pas vous assurer la traduction avec les casques, les interprètes. Et parce que le speech, il va déjà être assez long, on a opté pour la solution avec une traduction sur les écrans du texte français de mon intervention. Je compte sur votre compréhension et je m'en excuse et j'espère que vous allez pouvoir suivre le texte en direct. Chers et chers collègues, il nous a été impossible d'organiser la fête aujourd'hui autrement, mais ça nous est très cher que vous êtes venus aujourd'hui. Cette année, tout particulièrement, il était très difficile de trouver la bonne manière pour pouvoir fêter ensemble le jour du travail. Une nouvelle fois, nous ne pouvons pas célébrer notre fête du 1er mai comme nous en avions l'habitude. À l'abbaye de Neumünster, avec des milliers de personnes, un chouette programme, au contact les uns des autres, reliés ensemble par tant de choses. L'année dernière, nous avons dû nous limiter à un 1er mai purement digital. On a voulu éviter ça cette année, et dans le respect de toutes les restrictions sanitaires, avec une organisation responsable pour protéger notre santé et notre sécurité, mais également avec toute notre compréhension pour les personnes vulnérables et celles qui ne se sentent pas encore à l'aise, pour se rassembler avec beaucoup de monde. Nous avons tout de même réussi à être debout ici aujourd'hui. Et le premier syndicat du pays a décidé que, si déjà nous options pour cette forme plus traditionnelle de cortège et de manifestation, nous allions aussi revenir totalement aux origines. Et nous sommes heureux d'être ici à Esch-sur-Alzette aujourd'hui, dans le berceau de l'OGBL. La dernière fois que l'OGBL a fêté son 1er mai à Esch-sur-Alzette, c'était en 1991. Il y a donc exactement 30 ans. Nous pouvons être contents, nous pouvons être fiers de nous, d'être ensemble dans la rue en ce jour, le jour du travail. Car le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs. Depuis plus de 130 ans, le 1er mai est le jour où, aux 4 coins du monde, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui travaillent. Le 1er mai a une signification historique et syndicale importante pour l'OGBL et le Landesverband. Parce que le 1er mai, le jour du travail, la journée mondiale de l'engagement syndical pour la justice, pour le progrès social, pour la paix et la démocratie, pour la liberté et l'égalité, doit être fêtée et honorée. Pour l'émancipation des travailleurs, pour leurs droits, pour un monde où chacun peut se consacrer à son travail, sans crainte ni oppression. Le 1er mai est également la journée de la paix. Et c'est la raison pour laquelle l'engagement contre le militarisme et contre l'armement joue un rôle déterminant pour notre syndicat. Chers et chers collègues, l'année dernière, les dépenses militaires ont atteint un niveau record au niveau mondial de près de 2 000 milliards de dollars. Et ce, pendant l'année de la pandémie, alors que même les besoins urgents n'ont pas pu être satisfaits. Chers et chers collègues, il n'y a pas de 1er mai non plus sans que ne soit évoqué l'engagement syndical pour les droits humains. Il est inacceptable et totalement incompréhensible
que nous ne disposions toujours pas d'une loi nationale garantissant un devoir de vigilance contraignant au Luxembourg. À l'instar de ce qui existe dans certains pays européens, une loi doit, sans plus tarder, ériger en obligation le fait de faire attention à ce que tous les partenaires commerciaux et les sous-traitants que nous avons au niveau mondial respectent les droits humains. Chers collègues, le 1er mai est une journée internationale qui ne comptait pas de frontières nationales. Et ceci est également important à rappeler aujourd'hui, en temps de Covid, où nous nous retrouvons face à des frontières nationales partiellement fermées. Nous vivons ou travaillons dans un pays qui est situé en plein milieu de la grande région, une région qui se trouve en plein cœur de l'Europe, qui fut le berceau de l'Union européenne, dans une région où l'accord de Schengen a été signé, venant grandement faciliter la libre circulation des citoyens de l'Union européenne. Et nous savons l'apprécier à sa juste valeur. De nombreuses entreprises ici dans le pays travaillent de façon transfrontalière et notre économie est dépendante des plus de 200 000 frontaliers qui travaillent ici. Les Luxembourgeois se rendent à Metz pour aller au musée ou bien faire des courses. Les Massins viennent assister à des concerts à Luxembourg et ici à Esch-sur-Alzette. La même chose vaut pour nos voisins belges et allemands. Et parce que nous ressentons à quel point tout cela est fragile, nous nous devons de défendre et d'approfondir ces acquis, dans l'intérêt de tous les citoyens. Et le GBL et le Landesverband s'y engagent également pour les droits sociaux de chaque salarié. Il ne doit pas y avoir de discrimination ni au travail, ni à la sécurité sociale, ni en matière de fiscalité, ni en ce qui concerne les allocations familiales, uniquement parce qu'on est frontalier. Et la même chose vaut pour les résidents qui n'ont pas de passeport luxembourgeois. Les dizaines de milliers d'immigrés dans le pays qui contribuent également à faire du Luxembourg ce qu'il est et qui sont pourtant encore souvent discriminés et qui n'ont pas les mêmes chances. Nous défendons le progrès social et celui-ci ne sera certainement pas atteint par l'exclusion et la division sociale ou par le dumping social, mais au contraire, uniquement par la cohésion, la solidarité et l'harmonisation sociale vers le haut. Le 1er mai ne doit pas non plus s'arrêter face au coronavirus. Et les activités de l'EGBL et du Landesverband non plus ne sont pas en lockdown. Car, et nous ne sommes pas fatigués de le répéter, les gens ont besoin de nous. Des milliers de militants, de délégués du personnel, de syndicalistes qui, en ces temps difficiles, marqués par la pandémie, ont continué et continuent à être présents pour défendre les droits des salariés, pour assurer notre part de codécision démocratique. Vous représentez toutes les professions, tous les secteurs économiques. Vous êtes de nationalités différentes, vous habitez au Luxembourg ou dans la grande région. Vous êtes jeunes ou âgés, hommes ou femmes. Vous êtes ceux qui ont souffert au cours des derniers mois et qui devront encore serrer les dents. Nous sommes aujourd'hui confrontés, avec notre syndicat, à une situation inédite. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu beaucoup de choses que nous n'aurons jamais pu imaginer. Nous en sommes désormais à la 3e loi Covid. Il y a plus de 30 dérogations au code du travail pendant la pandémie. L'EGBL et Landesverband ont joué leur rôle pendant tout ce temps. Tout à fait conscients de la gravité de la situation, ils se sont néanmoins exprimés de façon critique et se sont défendus quand c'était nécessaire. Et nous n'avons pas eu peur non plus pour poser des revendications concrètes. Rétrospectivement, on peut affirmer que grâce à notre action, toute une série de mesures ont été prises pour les salariés et leurs familles, en ce qui concerne la sécurisation des emplois, des revenus et des existences. Chers et chers collègues, l'EGBL et le Landesverband sont battus dès la première minute pour que cette crise sanitaire, qui nous mène vers une crise économique, ne se transforme pas en une profonde crise sociale. Ceci a constitué notre feuille de route dès le premier jour et nous nous battrons pour ça jusqu'à la fin. Et nous devons lutter en ces temps d'incertitude, de division dans la société
Des craintes existentielles pour des dizaines de milliers de salariés dans le pays et face à l'incertitude quant à savoir quand et comment nous en sortirons et à quoi ressemblera le jour de demain. Chers et chers collègues, ce monde ne pourra être façon qu'avec nous. Nous qui sommes les présidents, les principaux représentants de l'ensemble des salariés et de leurs familles ici au Luxembourg. La fin de la crise du Covid n'est pas encore en vue. Indépendamment de sa durée, la crise économique n'est désormais plus évitable. À nous désormais de limiter l'étendue et la durée de la crise économique. Chers et chers collègues, la Commission européenne est actuellement en train de soutenir financièrement les pays pour leur permettre de résister à la crise. Chaque pays a ainsi dû envoyer à Bruxelles jusqu'à fin avril un plan de reprise et de résilience. La Commission dit que ces plans devaient être élaborés dans le cadre du dialogue social. Ceci n'a pas eu lieu au Luxembourg. Notre gouvernement a fait cavalier seul, chers et chers collègues. À l'exception d'une procédure faisant d'office à Libye, il n'y a pas eu véritablement de dialogue. Alors qu'il en va de cette question si importante de savoir comment sera façonné le monde de demain, quelles sont les priorités politiques et les ambitions pour sortir de la crise. Qu'a fait notre gouvernement? Il a envoyé de façon unilatérale son propre plan. C'est le contraire de ce qui aurait dû se passer. Toutes ces mesures doivent désormais être discutées ensemble. Et c'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel urgent au gouvernement pour qu'enfin, il prenne le dialogue social véritablement au sérieux. Dans l'intérêt du dialogue social, parce que le dialogue social est le prix à payer pour la paix sociale. Chers et chers collègues, outre le fait que ce plan n'a pas été élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, je tiens à dire clairement qu'une opportunité a été manquée. On n'y trouve aucun nouvel accent en matière de politique sociale, aucune mesure pour renforcer le système de santé, aucune mesure pour renforcer le pouvoir d'achat des gens, aucune mesure pour lutter contre les inégalités. C'est un scandale, chers et chers collègues, et notre gouvernement devrait avoir honte, parce que les inégalités, elles se creusent et se creusent et se creusent. La tendance est malheureusement continue. Il y a 15-20 ans, le Luxembourg figurait encore parmi les meilleurs élèves. Aujourd'hui, les inégalités y sont supérieures à la moyenne européenne. Combien de temps encore le gouvernement compte-t-il continuer à regarder sans rien faire? Beaucoup de gens ont du mal à boucler les fins du mois. Beaucoup de gens doivent demander de l'aide auprès des offices sociaux ou faire leurs courses dans les épiceries sociales. Chers et chers collègues, l'année dernière, lors de mon discours digital du 1er mai, j'avais déjà cité Jean Castagnaro. Ce qu'il disait déjà en 1982 est toujours vrai aujourd'hui. Avant la crise, ils ne nous ont pas demandé pour répartir les milliards de bénéfices, alors qu'ils ne viennent pas non plus, après la crise, nous demander de payer les milliards de déficits. Bonne phrase. Même s'il s'agit cette fois-ci d'une crise sanitaire, où nous luttons tous ensemble contre un ennemi invisible, l'heure de vérité s'approche de plus en plus. Des milliards d'euros ont été dépensés jusqu'à présent pour assurer la survie. Quand et comment cela serait-il payé? Sur la route qui nous sortira de la crise, je ne peux que lancer un avertissement urgent. Les erreurs faites après la crise de 2008 ne doivent pas être reproduites. Le GBL et Landesverband n'accepteront pas qu'on retombe dans une politique d'austérité ici au Luxembourg.
Cette politique a fait que ses conséquences économiques et sociales fatales pour toute l'Europe a fait la preuve que ce n'est pas la bonne. Et c'est là la mission principale que l'OGBL et l'Landesverband se donnent dans le cadre de cette crise. Les salariés ne payeront pas pour cette crise. Et ceci n'est pas négociable. C'est le contraire qui doit se passer. La reprise économique est dépendante d'un État social intact et d'un État fort, financièrement parlant. Cette crise a à nouveau démontré leur importance et leur rôle stabilisateur. L'accent d'être porté sur une politique de la demande qui renforce notre marché intérieur. Ceci passe par deux voies. Une importante politique d'investissement public d'un côté et le renforcement du pouvoir d'achat des ménages de l'autre côté. Cette crise nous a appris une chose. Nous avons besoin d'investissements publics importants dans la recherche, dans l'enseignement, dans les services publics en général, dans l'environnement, dans la digitalisation, dans le logement et dans la santé. La crise sanitaire nous a montré à quel point la prise en charge des soins de santé est importante pour notre société. Depuis 1 an, tous nos efforts visent à éviter une saturation des hôpitaux au niveau mondial ainsi qu'au Luxembourg. Et nous devons fournir ces efforts parce que depuis des décennies, les politiques de santé sont davantage économiques que sociales. Parce que partout, on fait des économies. Parce qu'on a essayé de fonctionner avec moins d'hôpitaux, moins de personnel et moins de dépenses. Ainsi, la santé et la sécurité des patients et celle du personnel ont été négligemment mises en données, déjà avant le Covid. Et au fond, le véritable scandale, chers collègues, c'est qu'1 an après le début de la pandémie, les responsables politiques n'ont toujours pas fait de mea culpa. Qu'1 an plus tard, on doit encore constater que les gens doivent être transférés à l'étranger parce que nous ne disposons pas de suffisamment de machines cœur-poumon. Et même si nous les avions, il nous manquerait les personnes qui savent les utiliser. Qu'1 an plus tard, nous n'ayons toujours pas de perspective, mais quand plus rien n'a été entrepris, à part de belles paroles. Au contraire, il est à craindre que les erreurs du passé se reproduisent. Je tiens ainsi à mettre clairement en garde la politique de santé ici au Luxembourg. Elle doit désormais repousser de manière urgente et de façon conséquente les attaques actuelles visant une commercialisation et une privatisation de notre système de santé. Et de façon tout aussi conséquente, elle doit ensuite faire du renforcement de notre système de santé publique sa première priorité. Et ceci doit également être le temps de la discussion venant de la part de la politique dans le cadre du Gesundheitstausch. Chers et chers collègues, il faut désormais qu'arrive tout de suite davantage d'investissements, des dotations personnelles plus élevées, de meilleures formations, de meilleures conditions de travail, davantage de lits et de meilleurs hôpitaux. Je vous garantis que l'OGBL et le Landesverband empêcheront, avec tous les moyens dont ils disposent, qu'advienne une médecine à 2 vitesses. Nous nous battrons pour notre système de santé publique, universel et de grande qualité. La même chose vaut pour notre système de soins. Nous avons tous entendu les informations effrayantes venant des maisons de soins et de retraite. Ici aussi, le cadre doit être amélioré pour garantir une prise en charge de qualité. Soit le contraire de ce que fait notre ministre de la Famille avec son projet de loi où des parties de servieurs sont censées être privatisées. Nous appelons avec force, une nouvelle fois, le gouvernement à retirer immédiatement ce projet de loi. Un personnel qui travaille dans de bonnes et sûres conditions de travail constitue un préalable pour que nos concitoyens plus âgés puissent être bien soignés et en toute sécurité. Des investissements dans le matériel doivent également être réalisés pour garantir la protection,
pour éviter l'isolement des personnes âgées et que les contacts sociaux, si importants, puissent être préservés. Chers et chers collègues, nous avons également besoin des investissements nécessaires dans l'enseignement, parce que c'est psychologiquement déjà assez difficile comme ça pour les enfants, et on ne réalise pas encore l'impact de la crise sur ce plan. On peut encore discuter longtemps du Covid et des conséquences à long terme de la pandémie, aussi bien sanitaires que sociales et économiques. Mais si nous ne changeons pas rapidement quelque chose à notre politique d'enseignement, cela restera de l'ordre de la théorie. Parce qu'ici, il en va de l'essentiel, de l'avenir. Du fait de faire de nos enfants des adultes responsables qui pourront peut-être vivre dans un monde avec moins d'inégalités. Mais ça sera possible seulement si nous disposons de bonnes écoles publiques et de haute qualité, où chaque élève, indépendamment de son origine ou de sa situation sociale, possède un droit à être bien formé. Sans différence, sans ghettoisation, sans ségrégation, sans école privée pour les plus favorisés. Et comme nous en sommes à parler des plus favorisés, la transition n'est pas très difficile à faire pour aborder à présent le problème du logement ici au Luxembourg. Plus personne n'oserait dire aujourd'hui que nous n'avons pas un problème en matière du logement. La plupart des gens le reconnaissent, une minorité avance des solutions. Du côté de la politique, on entend des discours, de nombreuses prises de position et de promesses, mais creuses malheureusement. Et aujourd'hui, en 2021, il faut l'admettre, les prévisions négatives étaient encore sous-évaluées. La flambée des prix dépasse même les pires scénarios. 16,7% de hausse des prix l'année dernière. Et à tous ceux qui disent que c'est partout comme ça, non, c'est de loin le chiffre le plus élevé dans toute l'Europe. Nous fonçons tout droit vers une catastrophe sociale. Et désormais, nous n'assistons plus seulement à une charge écrasante des locataires ou de ceux qui ont de très petits revenus. Les propriétaires sont aussi directement concernés par le problème. Un problème qui s'immisce jusque dans la profondeur des classes moyennes. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que les uns s'endettent quasiment toute leur vie ou bien qu'ils ne puissent plus acquérir leur propre domicile, tandis que les autres ne cessent de s'enrichir. Il est également un fait que ce gouvernement n'a pas réussi, en 8 ans, à ralentir l'évolution de cette crise. Et aujourd'hui, par exemple, alors qu'ils constatent eux-mêmes que le pacte logement 1.0 a échoué, ils répètent les mêmes erreurs dans le cadre du pacte logement 2.0, ou bien ne devrait-on pas plutôt dire qu'ils répètent le même manque de courage. Les lobbyistes et promoteurs privés ont fait du bon boulot. Ils peuvent continuer à s'enrichir grassement, les montres en or incluses. Et tout ça sur le dos des gens qui n'ont pas d'autres alternatives que de recourir à des logements à prix abordables. Ceci est dégoûtant, chers collègues. Cela signifie tout simplement que le ministre du Logement et avec lui, l'ensemble du gouvernement se sont inclinés face à la charge au rendement de le secteur immobilier. Chers collègues, le GBL et les Landesverband ont des solutions. Et nous les avons déjà dites haut et fort, à la table de discussion et aussi dans la rue. Mais il semble que cela ne soit pas suffisant. Alors, le match relatif à la crise du logement doit désormais passer au rôle suivant. Je peux vous garantir que nous ne lâchons pas. Le projet de loi 2.0 doit être révisé et amélioré. La même chose vaut pour le projet de loi portant sur les bails à loyer. Quant à la spéculation dans le secteur du logement, il faut lui également enlever son oxygène. Il y aura d'autres actions sociales, et ce, jusqu'à ce que nous ayons des décisions politiques courageuses et fondamentales dans le cadre du problème du logement. Chers collègues, le GBL et l'Landesverband défendent des valeurs telles que le progrès social, la défense des droits des salariés, la santé, la sécurité et de bons salaires
pour tous, une vie bonne, la justice sociale. Et toutes ces valeurs sont en danger si nous ne réussissons pas à stopper la crise climatique. La semaine dernière, il y avait le jour de la Terre. La crise climatique ne s'arrête pas non plus face à un virus. Comme vous le savez, le GBL et Landesverband soutiennent les ambitions objectifs climatiques retenus à Paris. Il n'y a désormais plus de temps à perdre. Il faut agir maintenant. Mais je tiens à le rappeler, la protection du climat et la justice vont de pair. Nous sommes pour la justice climatique, pour une transition juste, car nous devons aller vers une société décarbonisée de manière sociale et juste pour les salariés et leurs familles. À côté des investissements publics nécessaires, nous avons besoin d'urgence d'un renforcement du pouvoir d'achat. J'ai déjà dit. Le maintien du pouvoir d'achat présuppose que les prestations sociales et la sécurité sociale et publique ne soient pas détriquées et qu'elles soient même par endroits revalorisées. Chers et chers collègues, la crise du Covid devrait nous avoir appris à quel point une bonne sécurité sociale publique est importante. Couplée à un État fort financièrement parlant, elle constitue un pilier pour la stabilisation et la relance de l'économie. De nombreux pays affichant des déficits massifs au niveau de leur système de sécurité sociale sont moins bien sortis de cette crise. Et ces déficits sont le triste résultat des politiques économiques néolibérales. Fragilisation, démantèlement, privatisation des services publics, des prestations sociales et de la sécurité sociale. Mais nous avons également connu de telles errances au Luxembourg. Je rappelle ici seulement à titre d'exemple la réforme rétrograde des pensions en 2012. Chers collègues, nous devons à nouveau nous préparer à ces discussions. Et je peux vous garantir qu'avec le GBL et le Landesverband, il n'y aura pas de coupe dans des pensions. Au contraire, les automatismes qui ont été introduits il y a quelques années et qui remettent en question l'ajustement des pensions à l'allocation de fin d'année doivent être abolis. Cela ne doit pas arriver. Au contraire, il doit y avoir des améliorations. La pension minimale doit notamment être augmentée structurellement. Augmenter la pension minimale signifiera également quelque chose d'important pour les femmes pensionnées. Parce que ce sont elles, encore et toujours, qui ont les pensions les plus faibles. Ce sont elles aussi, encore et toujours, qui pour un même travail, en moyenne, gagnent moins que les hommes. Ce sont elles, encore et toujours, qui s'occupent principalement des enfants. Ce sont elles encore qui ont le plus de CDD. Ce sont les femmes, encore et toujours, qui ont le plus d'interruptions de fin de carrière. Et ce sont encore et toujours majoritairement les femmes qui sont employées dans des secteurs faiblement rémunérés comme celui du nettoyage. Et ce sont encore et toujours les femmes qui, dans notre société, assurent le travail, souvent invisible, du care. Et tout cela dans notre si riche, progressiste et moderne pays Luxembourg. Et pour toutes ces raisons, je suis fière de pouvoir dire que l'OGBL est un partenaire important dans la plateforme GIF et que les représentantes de la GIF sont également présentes ici, aujourd'hui, sur la place et solidaire de notre 1er mai. Parce que la lutte pour l'égalité n'est pas finie. Et parce qu'à la question « Qui s'en soucie ?», nous répondons que nous nous en soucions. Chers et chers collègues, le maintien du pouvoir d'achat signifie par ailleurs encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, les allocations familiales devraient par exemple être revalorisées sans plus tarder, comme cela a été promis en 2014. Puis les allocations de vie chère doivent être sérieusement revalorisées, au lieu de ce simulacre d'augmentation homéopathique censé faire office de simple compensation à la taxe carbone. Pour améliorer le pouvoir d'achat, les salaires doivent augmenter. Et je tiens ici notamment à rappeler la revendication de l'OGBL visant à augmenter le salaire minimum. La loi sur les conventions collectives doit aussi être renforcée pour pouvoir renforcer les salaires au Luxembourg.
Et pour faire quelque chose en faveur du pouvoir d'achat des salariés, notre système fiscal doit également devenir profondément plus juste. Il n'est pas possible que pour un même revenu, lorsqu'il s'agit d'un salaire, on paye autant de fois plus d'impôts que si c'était un revenu du capital. Par ailleurs, notre barème fiscal devrait également être réagencé et devenir plus progressif. Et une adaptation régulière du barème à l'inflation demeure, pour nous, incontournable. Même les crédits d'impôt, qui en soi sont justes socialement, perdent de la valeur s'ils ne sont pas adaptés régulièrement. Nous savons également que les caisses sont actuellement plus aussi pleines. Mais comme je l'ai déjà dit, il existe des moyens pour le remplir à nouveau et contribuerait en même temps à la justice fiscale. C'est tout de même un scandale que les plus-values sur les actions soient quasiment exonérées fiscalement. Nous ne pourrons pas non plus passer à côté d'une discussion fondamentale quant à l'imposition du patrimoine. Il doit être possible d'augmenter massivement l'impôt foncier. Pas pour celui qui ne possède que son propre domicile ou bien qui dispose encore d'un terrain pour ses enfants, mais pour celui qui retient des terrains non bâtis pour des raisons spéculatives. Et à travers un impôt foncier progressif, avant tout pour celui qui possède 5, 10, 20, 50 ou bien encore davantage de terrains et de maisons. Nos politiciens doivent enfin trouver le courage pour prendre ici des mesures qui impacteront financièrement seulement quelques personnes à qui cela ne fera même pas mal, tandis que le gros de la population pourra en bénéficier. Car s'il y a besoin de trouver de l'argent pour consolider le budget de l'État, alors allons le chercher là où il y en a suffisamment. Et de tels lieux existent. Et si toutes nos mesures fiscales ne suffisent pas pour sortir de la crise, alors il doit également être possible d'introduire un impôt Covid progressif pour les 10% les plus riches. Ici, on peut notamment regarder en partie ce qui a été annoncé aux États-Unis. Les grandes entreprises, qui pour certaines ont aussi fortement augmenté leurs bénéfices pendant la crise, doivent se montrer solidaires. C'est elles qui devront apporter la principale contribution à la maîtrise budgétaire de la crise. Chers collègues, nous avons affaire à une crise du siècle. Les bonnes leçons doivent désormais être tirées. Elle peut être maintenant une chance pour activer les bons leviers. Nous ne devons pas manquer cette opportunité. Pour sortir de cette crise, nous devons poursuivre nos objectifs syndicaux. Sécuriser les emplois, ne pas accepter davantage inégalité dans notre société, empêcher la précarité. Et pour toute cette raison, nous devons autant que possible contrer et affaiblir la récession économique. Chers collègues, nous sommes heureux aujourd'hui d'être un OGBL et un Landesverband fort qui aussi, en ces temps difficiles justement, veille à ce que les intérêts des gens soient défendus, à la retraite et bien sûr dans les entreprises. Nous avons du travail qui connaît de rapides mutations et qui fait face à de nombreux défis, à cause du Covid, mais également en raison de la digitalisation et de la transition écologique. Analyser l'impact social de ces évolutions, de ces risques, mais également les éventuelles chances qu'elles offrent constituent désormais les défis que notre syndicat doit relever. Chers collègues, et lorsque nous parlons d'un retour à la normalité, comme cela arrive souvent, cela ne doit toutefois pas consister en un retour à l'anormal, où le profit passe avant l'être humain, où le travail rend les gens souvent malades. On constate malheureusement que de plus en plus de gens rencontrent des difficultés pour concilier leur vie professionnelle et leur vie privée, que des gens qui travaillent à temps plein aimeront souvent travailler moins et que ceux qui travaillent à temps partiel aimeront souvent travailler davantage. Des phénomènes tels que le harcèlement et le burn-out augmentent également de manière tendancielle. Ce n'est certes pas une surprise, mais le Covid a encore davantage aggravé la situation. Nous devons enfin faire advenir un monde où l'équilibre vie-travail, qu'on cite si souvent, sera atteint. La crise nous a montré ce qui est vraiment important dans la vie, notre santé et celle de ceux qu'on aime. Nous devons prendre ces problèmes au sérieux. Les patrons doivent prendre ces problèmes au sérieux. Je sais, eux aussi ont du mal actuellement. Avant tout, les petites et moyennes entreprises, il en va carrément de la survie.
Mais chaque patron doit quand même pouvoir admettre que ses salariés doivent être protégés, non seulement par rapport aux contraintes physiques, mais également face aux risques psychosociaux du travail. Et ici, il faut légiférer. Des règles contraignantes doivent advenir ici. Le droit à la déconnexion, chers et chers collègues, constitue l'un de ces volets, où les partenaires sociaux se sont mis d'accord au sein du Conseil économique et social pour que son principe soit inscrit dans le Code du travail. Ça doit maintenant se réaliser rapidement. Monsieur le ministre du Travail, le texte est prêt. Chers et chers collègues, les revendications de l'OGPL et du Landesverband visant des temps de travail mieux encadrés, davantage de prévisibilité en ce qui concerne les heures qu'on doit travailler, une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée, sont plus importantes que jamais. La revendication de l'OGBL en vue d'une réduction générale du temps de travail sans perte de salaire est plus actuelle que jamais, chers et chers collègues. La santé et la sécurité du travail doivent primer sur les logiques de rentabilité et de productivité. Dans certains secteurs, les conditions de travail sont particulièrement mauvaises. Je pense ici par exemple au secteur de l'ORECA, du commerce, mais évidemment aussi à celui du nettoyage. Dans le commerce, par exemple, nous avons eu ces dernières semaines de grandes discussions autour du travail du dimanche. Ici, de nombreuses entreprises n'ont pas respecté au cours de ces dernières années la limitation de 4 heures de travail le dimanche et ont été pour cela rappelées à l'ordre par l'ITM. Malgré tous les efforts de l'OGBL pour trouver une solution satisfaisante et résoudre la question, par la voie des conventions collectives, le patronat a ici bloqué tout accord. On n'a rien sans rien. Et ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas la loi depuis des années que ceci devrait tout d'un coup devenir la norme. N'oublions pas ce qui constitue ici l'objectif du patronat, à savoir une libéralisation complète des heures d'ouverture. Et une chose est sûre, ça ne sera pas possible avec le GBL. Dans le secteur du nettoyage, je vais quand même essayer de faire ce passage en français, un peu improvisé, mais vous parlez plus français que luxembourgeois. Vous avez dû lutter, chers collègues, dans votre secteur. Vous avez été ceux qui étaient au premier rang. Vous êtes devenus existentiels pour notre système. Vous n'avez jamais arrêté de travailler. Et en même temps, votre patronat, dans votre secteur, ne veut rien faire sur les salaires ou sur les conditions de travail. Chers collègues du secteur nettoyage, vous avez dû descendre dans la rue, vous avez dû négocier, vous avez dû lutter, vous avez dû mobiliser et vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Et grâce à votre courage, grâce à votre détermination, il y a du mouvement dans le dossier. Et je peux vous garantir que l'OGBL, ensemble avec vous, on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on ait une bonne convention collective de travail dans le secteur. Les collègues de Eurofol doivent aussi lutter durement et jusqu'au bout. Ici, on est déjà un peu plus loin. La grève se profile. La base a été consultée au cours des derniers jours. Le résultat est sans équivoque. Bien plus de 90% de nos 200 membres au sein du personnel s'est prononcé pour la grève, chers et chers collègues. Un personnel mobilisé, engagé et courageux, qui montre à sa direction qu'ils sont forts, qu'ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas diviser.
Et pour tout ça, à tous les militants rassemblés ici sur la place, que les salariés d'Eurofoil soient pour nous tous un exemple et qu'on les soutienne dans leur conflit social jusqu'à ce que le dernier des décideurs chez Eurofoil l'ait compris. Et ce genre de tentative, comme ici en grand, il faut malheureusement le dire, est entrepris dans quasiment toutes les entreprises relevant de l'industrie ici au Luxembourg. Dans toutes les négociations de conventions collectives, les représentants patronaux essayent de détériorer les salaires, les congés, les primes, et c'est presque toujours pour les nouveaux salariés de l'entreprise. Chers collègues, je suis heureuse que l'OGBL soit syndicalement bien organisé dans ces entreprises et qu'il y ait des délégations du personnel combatif qui ne tombent pas dans le piège du diviser pour mieux régner. Tout comme les collègues de Guardian, qui se sont battus l'année dernière et qui ont ainsi démontré qu'on peut obtenir quelque chose. Et à quel point, en tant qu'OGBL, nous pouvons être forts tous ensemble. Cher ArcelorMittal, nous avons réussi à sauver 3000 emplois grâce à l'action syndicale et aussi grâce au dialogue social suivant le modèle luxembourgeois, la tripartite. Chers collègues, le dossier Liberty Steel nous préoccupe par contre davantage. Je rappelle que l'OGBL s'est monté critique dès le début quant au projet et avant tout quant à la construction financière douteuse sur laquelle il repose. Et quand aujourd'hui, chers collègues, le patron de Liberty plante la tête dans le sable. Et quand le patron de Liberty Steel n'arrive pas à sauver l'entreprise, alors le tabou de la nationalisation doit être brisé. Pour le maintien du site, pour les emplois et les existences qui en dépendent. Chers collègues, dans le secteur des banques et des assurances, nous espérons une issue positive en ce qui concerne les conventions collectives. Même si actuellement un syndicat tire dans tous les sens et nuit ainsi à la cause commune. Voilà, chers collègues, je ne peux pas aborder aujourd'hui tous les secteurs. Ça me serait difficile, parce que depuis le début de la crise, nous le savons, dans tous les secteurs, dans toutes les professions, les salariés souffrent massivement de cette crise. Ceux en télétravail qui, à côté des questions fiscales et des droits du travail, doivent vivre avec les conséquences de l'isolement, qui depuis des mois n'ont pas ou très peu d'échanges avec leurs collègues de travail. Ceux au chômage partiel, qui subissent des pertes financières et qui, en plus, vivent avec la crainte que leur emploi disparaisse complètement ou qu'il soit peut-être très différent qu'auparavant. Chers collègues, les temps qui viennent ne seront pas faciles. Nous en sommes parfaitement conscients à l'OGBL et au Landesverband. Et soyez certains d'une chose, nous sommes prêts pour relever tous ces défis et pour sortir les muscles si cela s'avère nécessaire. Que personne ne doute de cela. Aujourd'hui, encore une fois, c'est la belle preuve. Et dans le scénario que nous voulons écrire, les travailleurs occupent le premier rôle.
nous le coécrirons avec vous. La dimension humaine du travail doit être à nouveau revalorisée. Les êtres humains ne doivent plus être considérés uniquement comme des coûts de production, une marchandise ou une matière première. Reconnaître le travail et bien le rémunérer, c'est ça qui doit redevenir central. Et c'est ça que nous défendons tous, indépendamment du secteur. Nous tous, ensemble, sommes l'OGBL et les Landesverband. Et nous tous, ensemble, pouvons également relever ce défi. Dans l'intérêt de tous les salariés, des pensionnés et de leurs familles. Faites attention à vous et restez en bonne santé, chers et chers collègues. Vive le 1er mai, vive le Landesverband, vive le GBL.